Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Et bien, faites qu'elle soit encore plus belle que la précédente. Et ouais, on l'espère. Et puis, avec la voix de Liberté pour les auditeurs, vous le connaissez tous les mercredis à partir de 20h, c'est Stan qui nous a rejoint. Salut Stan. Bonsoir à toutes et à tous et très très heureux de repartir sur une année avec vous tous. Alors Didier va pas tarder à nous rejoindre. Alors on va parler forcément dès qu'il va être là de tout ce qui s'est passé depuis ce fameux titre olympique. Alors il est overbooké, mais il sera là pendant une demi-heure dans quelques instants. Voilà, il va appeler, on va faire un peu la standardiste, et puis on va pouvoir dialoguer avec lui. On va peut-être parler un peu le temps qu'il appelle de ce qui s'est passé ce week-end. Il y a deux grands événements. On va commencer par le Trophée des Champions. Et là, je pense que Mika, tu peux nous en dire plus parce que tu y étais à Monaco. On a vu des sacrés matchs avec, allez, on va dire une surprise, Montpellier éliminé dès le début, hein. Exactement, bah écoute, c'était vraiment un joli week-end, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau de l'organisation du lieu. Monaco, c'est toujours agréable, il faisait beau, la mer était belle, il y avait les yachts dans la baie. Et sinon, au niveau handball, bah, ça a donné le ton un peu de cette saison LNH, c'est-à-dire que les équipes ont bien recruté, le niveau a vraiment augmenté. Et Dunkerque a montré qu'il faudrait compter sur lui cette saison. Et ils ont été vraiment solides, même si Montpellier, je pense, de par son nombre d'internationaux et sa pseudo-compétition au Qatar, avait un peu tronqué sa préparation. Et ça s'est senti un peu au niveau physique. On les a sentis un peu émoussés, un peu mous dans les shoots et sur les appuis. Donc il ne faut pas se fier vraiment à ce résultat. Mais Dunkerque a su coup sur coup battre Montpellier et Chambéry en 2 jours et c'est pas donné à tout le monde et ça prouve qu'il faudra compter sur eux cette saison. Alors Montpellier s'est un peu rattrapé quand même sur le second match, ils ont explosé ces pauvres Nantais. Benoît, c'était un sursaut d'orgueil du côté de Montpellier. Oui, oui, certainement, mais on se rend compte cette fin de préparation que les équipes qui réussissent bien sont les équipes qui n'ont pas énormément bougé leur collectif. C'est tout à fait logique, le temps que les joueurs extérieurs puissent prendre le pas un petit peu sur le jeu proposé par l'équipe, les relations fines entre joueurs. Donc on voit une équipe comme Dunkerque qui a très peu changé son effectif, puisque ils ont pris l'arrière droit Rambo. Sinon, en finale, pratiquement, c'était l'équipe de la saison dernière avec un joueur Siakam qui revenait de blessure par rapport aux années précédentes. Mais sinon, voilà, c'est les groupes qui ont déjà vécu ensemble, qui ont l'habitude de bosser ensemble, qui, en cette fin de préparation, s'en sortent le mieux. Donc, c'est un peu logique que, voilà, vu la prépa, que Montpellier soit peut-être un petit peu moins bien en cette début de saison, mais ils ont rapidement rectifié le tir le lendemain Benoît, et on va pouvoir, Benoît. je pense, compter sur eux pour ce titre de champion de France. Alors Benoît, je te coupe, Didier Dinard va être bientôt là, dans quelques instants. Je pense que c'est Didier Dinard qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Didier. Ah. Allô Didier. Ah, il est pourtant avec nous, hein, je vous assure. Il nous entend peut-être mal ou peut-être pas du tout. On va essayer de... Voilà, c'est la première, c'est normal, hein, ça bug tout le temps. Didier Dinard, est-ce que vous nous entendez? Non, je crois qu'il nous entend pas, mais est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Bon, donc je pensais que Ouais, très bien. Bon, alors écoutez, on va retenter, hein. Pourtant, il est bien avec nous. Donc, il y a aussi eu quand même du côté de Chambéry un peu de malchance quand même. Dunkerque, c'est un peu la bête noire, hein, Mika, hein. Ouais, c'est ce que je disais à Toiti un peu dans mon interview de fin de match, c'est-à-dire que c'est la deuxième fois en 3 ans, puisque c'était la Coupe de France il y a 2 ans où c'était exactement la même finale, et plus que ça avait été un peu la même physionomie de match. Ça s'est terminé par un match nul, et la victoire revient aux Dunkerquois au penalty, sur un penalty de Sébastien Bosquet, tout un symbole, le capitaine. Et c'est vrai que Chambéry, qui, si je dis pas de bêtises, n'a plus rien gagné depuis 2001,
doit commencer à en avoir un peu marre de Dunkerque parce qu'ils sont toujours placés, mais finalement jamais gagnants. Et c'est un petit pic de plus qui va redonner encore plus de motivation à cette équipe pour cette année, même si je pense pas Ils qu'elle en en avait manquaient pas. besoin. Ils en manquaient pas. Alors Didier Dinard, est-il là? Oui, il est là. Vous Ah, m'entendez? vous voyez parfaitement. Merci Didier d'avoir répondu à l'invitation. Vous avez vraiment une semaine vraiment surchargée pardon, côté média pour la promo de votre livre. On y reviendra. Oui. Mais quand même, on va revenir un peu sur le sacre olympique. Alors, parmi votre nombreux titres, celui de Londres, là, vous le placeriez où dans le domaine de l'émotion? Celui de Londres, c'est vraiment un peu un rebondissement, puisqu'il y a eu vraiment l'échec, ça a été vraiment éprouvant, l'échec du championnat d'Europe. Donc ce qui est bien, c'est de voir la capacité de réaction de l'équipe, et je pense que tout le monde a vraiment mis les bouchées doubles pour revenir au niveau. Et je pense d'autant plus que nous avons eu certaines critiques qui disaient que l'équipe était plus ou moins vieillissante, mais à un moment donné, nous avons su nous remettre en question tout en travaillant et en toute humilité. Ouais, et puis peut-être le fait aussi de commencer dans la compétition par l'Angleterre, l'Argentine, des équipes un peu plus faibles, ça vous a permis aussi de rentrer petit à petit, c'est peut-être aussi un avantage? Oui, ça nous a aidé à entrer petit à petit, mais dès le quatrième match, nous avons perdu face à l'Islande. Ouais. Et on a beau dire que c'était la poule la plus facile, mais le paradoxe, c'est quand même que la poule la plus facile arrive en finale. Donc, je sais pas, je sais pas ce qui est vraiment, si c'était vraiment la poule la plus facile. Même Ouais, s'il y avait l'Angleterre et la Tunisie ou ou l'Argentine. etc. Alors, juste vous parliez du petit accro face à l'Islande. Ouais, la première véritable équipe de haut niveau que vous rencontriez dans ce tournoi. Et vous évitez en quart la Hongrie, mais vous tapez l'Espagne. Est-ce que ça a été le match un peu le plus difficile de la compétition? Sur le plan émotionnel, ça a été le match le plus difficile. Commencer en perdant 6-1 contre l'Espagne. Ouais. L'équipe de France a l'habitude de ce genre de rendez-vous. Ce qui est bien, c'est que nous avons été sereins pendant toute la partie, puisque le but du jeu, c'est d'arriver à la mi-temps avec l'écart pas forcément conséquent. Je crois qu'à la mi-temps, il y avait 2 buts ou 3. Donc, un match n'est pas joué à ce moment-là. Nous avons su faire un ratio en deuxième mi-temps de 17-15 à 20-17, donc 5-0, ce qui a fait que l'équipe de France a pu prendre l'ascendant moins psychologique pendant un moment sur cette équipe d'Espagne, mais nous avons été plus ou moins fatigués sur le plan psychologique, donc je pense que si nous avions été aux prolongations, l'équipe était déjà vraiment touchée, quoi. Et puis il y a eu cette demi-finale juste après face aux Croates. Alors ça, c'était un match super bien maîtrisé par contre. Contre les Croates, c'est vrai que c'est notre meilleur ennemi, on va dire. Les Croates face à nous, je pense que là, c'est une longue histoire déjà. Et puis, je pense que cette équipe fait déjà un complexe d'infériorité déjà avant même de jouer les matchs, sachant que avant de nous jouer, c'est l'équipe qui a développé le meilleur jeu sur ces JO. Ouais, effectivement, les Croates qui étaient invaincus avant le passage de l'équipe de France. Et il y a eu cette finale. Alors on connaît l'histoire, hein, Lucas Ballot inscrit le but du titre, c'est l'explosion de joie. Tout d'abord, est-ce que vous attendiez à voir la Suède à ce niveau-là? Pas du tout. Pas du tout. Cette équipe de Suède a été très surprenante lors de ces JO. Et puis, elle a quand même sorti le Danemark et puis, aussi les Hongrois. Donc, c'est une équipe qui a développé un jeu très intéressant et je pense qu'il est revenu à un très bon niveau sur la scène internationale. Ouais, à se méfier lors du prochain championnat. Benoît? Oui, salut Didier. Salut. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'avant JO, puisque vous avez été beaucoup décrié tant offensivement que défensivement, et je voulais savoir quel avait été le rôle des anciens, et toi notamment, dans le secteur défensif, par rapport justement à ces petites améliorations qui ont été mises en place, comme le passage en défense 0-6, le jeu offensif un peu plus collectif et moins toujours dans la recherche de duels. Quel a été votre rôle? Le rôle des anciens, et puis c'est surtout, comme le dit souvent Claude, hein, il laisse la liberté d'expression. J'avais vraiment été touché un peu lors de cet Euro, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais dit que c'était de ma faute, puisque c'est facile de rejeter la pierre sur le copain à côté, ou voire même sur l'entraîneur. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes les principaux acteurs, et
et qu'à un moment donné, il faut savoir se remettre en question. L'équipe, lors de toute la préparation, nous avons fait un gros travail vidéo. Moi, le but du jeu, c'était de retrouver avec la collaboration de Sylvain Noé les secteurs améliorés. Donc, c'était sachant que l'équipe était plus ou moins vieillissante, ceux qui auraient. Il ne faut pas non plus critiquer la presse dans ce sens-là. On était critiquable, puisque vu la prestation qu'il y a eu lors du championnat d'Europe, donc l'équipe était un peu éprouvée sur le plan physique. Donc la 1-5 qui était pratiquée à l'époque demande une grosse densité physique, et je pense que dans l'état actuel des troupes, cette densité physique n'est pas forcément soutenable pendant une heure. Donc redescendre en 0,6 nous donner un peu plus de solidarité en nous permettant de faire beaucoup de changements et forcément se sentir un peu plus soudés, solidaires pendant l'heure de jeu. Et au-delà de ça, il y a aussi de nombreux joueurs dans leur club qui pratiquent cette défense, donc qui ont l'habitude et les points de repère par rapport à cette défense 6-0, comme Sorando qui joue 6-0, voilà, Guillaume Gilles aussi joue 6-0 à Hambourg. Donc. Oui, mais cette défense 0-6 qui est pratiquée, c'est une défense bien particulière, puisque c'est pas non seulement dire 0-6, il y a plusieurs façons de défendre 0-6. Donc c'est savoir ce qu'on recherche exactement. Donc sur cette défense, il n'y a pas de croisement, il y a pas de croisement. Donc on se croise jamais, on respecte les secteurs. À l'opposé, il y a un travail à faire afin de ramener toujours le jeu vers le centre. Quand l'attaquant se retrouve face au défenseur, qu'il soit vraiment isolé et qu'il se retrouve dans un duel. Et à partir de ce duel, l'emmener là où on veut l'emmener et faire les changements nécessaires. Alors, après cette finale, justement, vous l'avez répondu, c'était aussi quelque part un bon moyen de faire taire les critiques. Oui, c'était un bon moyen de faire taire les critiques. L'équipe de France a su gagner ses 4 médailles d'or d'affilée sur une défense 1-5 et a su être championne olympique en 0-6. Ce qui montre qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe, qualité d'adaptation, et puis c'est vraiment un groupe qui est très doué, il y a vraiment un très beau potentiel, et qui sait se remettre au travail et puis mettre les bouchées doubles. Nous avons montré des améliorations sur le plan défensif et offensif. Mika ? Oui, justement, ce titre olympique, c'est un peu l'apothéose de ces 5 dernières années. Est-ce que tu penses que certains cadres du groupe vont en profiter pour avoir en quelque sorte une sortie en beauté, comme l'avait fait Olivier Giroud après Pékin? Mais je ne sais pas forcément. Je pense que certains prendront peut-être la décision d'arrêter maintenant. Ça, chacun, c'est le libre arbitre. Hein. Mais Claude, je pense, souhaiterait encore ramener le groupe des anciens sur le mondial 2013, puisque c'est dans pas longtemps, donc on est encore dans l'urgence. Puisqu'il disait, je pense qu'après le mondial 2013, il y aura encore toute une année de travail avant l'Euro 2014. Donc il y a encore des discussions à avoir avec la fédération, avec l'accord du staff, en savoir quel visage aura l'équipe du mondial 2013. Ouais, effectivement, vous m'avez un peu piqué la question parce que c'était justement à titre personnel. Didier, est-ce que vous y serez, vous, en Espagne, avec l'équipe de France? Je viens de répondre. Hein. Je dis qu'avec l'accord du staff, je prendrai la décision. D'accord. Très bien. Didier Dinard est avec nous, donc on a fait une petite page d'équipe de France. On va reparler un peu de votre club, Paris. Alors j'imagine qu'avec le projet qu'on vous proposait, le choix n'a pas été difficile de choisir Paris. Oui, c'est vrai que c'est un très très beau projet. Je me retrouve un peu dans la même situation qu'en 2003, la saison 2003-2004, quand j'ai eu une proposition de Ciudad Real qui montait une Dream Team et un très très beau projet. Donc on dira peut-être que j'ai eu la chance d'être toujours sur les bons coups. Hein. J'ai joué à Montpellier 7 ans, 9 ans à Ciudad Real, puis l'Atlético Madrid, l'actuel Atlético Madrid. Et puis Paris met aussi les moyens d'avoir une très belle équipe. Donc sachant qu'un projet comme ça, c'est un projet qui prend, je pense, forme sur 3 ans, puisque l'équipe n'est toujours pas qualifiée pour une place européenne. Donc ça n'est pas forcément évident. Donc déjà, essayer de se qualifier pour cette place européenne cette année. L'année prochaine, donner un bon visage, je pense, sur la scène internationale. Et puis après, essayer de gagner. Donc il y a quand même du travail à faire. Cette équipe est très attendue. Montpellier, je pense, est le favori, puisque Montpellier a l'habitude de ce genre de grands rendez-vous.
a l'habitude aussi de jouer à l'extérieur, des matchs très difficiles d'ailleurs, au niveau en Ligue des Champions. Et nous, même s'il y a de très beaux noms et que la feuille est très alléchante, c'est une équipe qui est encore en construction et qui a besoin encore d'affinité pour être à son meilleur niveau. Donc, est-ce que vous êtes fixé quand même des objectifs dans ce championnat? Je pense que le but du jeu, avec l'équipe qui a mis en place, il faut au moins décrocher une place européenne. Ça serait la moindre des choses. Ouais, c'est vrai qu'avec les joueurs qui vous accompagnent. Alors, est-ce que, mis à part Paris, vous aviez eu le choix d'aller ailleurs? Oui, j'avais une proposition de Hambourg. Mhm. Une proposition puisque Hambourg c'est quand même une très bonne équipe sur la scène européenne. Mais quand on est en fin de carrière et que je suis dans le Real et on rencontre des difficultés ces dernières années, autant rentrer à la maison. Il vaut mieux terminer sa carrière en France que d'essayer de repartir encore une fois à l'étranger, essayer d'apprendre une autre langue, une autre culture, d'autant plus que le championnat devient de plus en plus intéressant. Ouais, beaucoup plus médiatique également. Est-ce que le fait que vous soyez revenu en France et à Paris, ça a un peu donné aussi le sentiment à Lucas Ballot de vous suivre? Est-ce que ça a pesé? C'est plus moi qui ai suivi Lucas Ballot, hein, parce que même si Luc a été le dernier à avoir signé, c'est au départ c'est lui qui était en contact avec Paris avant tout le monde. Hein. Moi j'ai plus suivi Luc. Il y a eu un peu les débats à Ballot entre le transfert, et celui-là le Real, etc. L'épisode à Ballot. Il est vrai qu'en ayant beaucoup plus d'internationaux français à Paris, c'est très intéressant, c'est bien, mais maintenant, c'est pas forcément le but recherché. Chacun cherche à ses ambitions et fait le nécessaire. Benoît? Oui, on arrive en fin de prépa. Je pense que tu as dû voir de nombreuses équipes du championnat de France évoluer tant dans les matchs de prépa qu'à la télé. Je voudrais avoir un petit peu ton sentiment sur le niveau de la LNH pour cette saison. Si on prend les équipes se sont très bien renforcées. Il y a eu de très bons recrutements. Si on va avec l'arrivée, par exemple, de Makeda, si on prend Makeda entre Rios à Nantes, Dunkerque qui vient de gagner la Coupe, Montpellier forcément, puisque c'est l'actuel champion, Chambéry avec le renforcement des frères, Paris qui ont une belle équipe. Je pense que c'est un championnat très relevé. Ce week-end, dans le tournoi de Cesson, même si c'est un match amical, menait face à nous de 5 buts. Donc c'est un championnat très relevé. Et puis surtout, il y a un très beau public. Je pense que dans toutes les salles doivent être un peu comme ça. Nous avons de très belles salles avec de très bons supporters, avec un fair play que j'avais pas forcément en Espagne. Ouais, moi j'ai une question plus par rapport à l'effectif de Paris. C'est-à-dire qu'avec cette boulimie un peu de recrutement, il y a pas mal de joueurs qui vont se retrouver entre guillemets sur le carreau. Comment est-ce que Philippe Gardan compte gérer ce trop-plein de joueurs? Ce compte-là, il faudrait poser la question à Philippe, puisque moi, mon but, c'est de jouer. Moi, je suis là pour jouer. Donc. Comment ça se fait à l'entraînement, quoi? Comment vit le groupe? À l'entraînement, non, Philippe, il fait vraiment la part des choses. Hein. Il fait tout le monde participe aux entraînements. Donc après, ça se joue quand même à 14. Donc il y a des joueurs qui ne joueront pas forcément tous les matchs. Donc après ça, c'est le choix de l'entraîneur. Alors, petite parenthèse, Didier, vous nous faites vraiment la joie d'offrir à nos auditeurs un de votre livre qui va sortir jeudi, Secret d'un champion, dédicacé en plus. Donc la question qu'on trouve nulle part normalement sur le net, j'ai cherché, c'est combien de pages comporte votre livre et les auditeurs ont jusqu'à 21h pour nous envoyer leurs réponses sur contact@rtsradio.fr. Donc n'hésitez pas. On revient un peu, Didier, après 9 ans passés à l'Atlético. Est-ce que vous avez trouvé les méthodes de travail changées en revenant en France? On dirait que c'est différent. Je suis là de Real, c'est une équipe qui jouait chaque année la Ligue des Champions et qui rentrait chaque année dans le dernier carré et qui avait un travail vraiment spécifique par rapport à toute sa préparation. Donc c'est un travail complètement différent. Là, nous sommes sur une phase de reconstruction
Et puis, donc, le travail est forcément autre. Alors, vous avez signé une seule année, il me semble, à Paris, c'est ça, hein? Pour le moment, j'ai signé une année, oui. Donc, reconductible, on imagine. Oui, reconductible, oui. Bon, On verra. Moi, je préfère faire année après année, et puis en fonction de mon état physique, puisque j'ai pas envie de faire l'année de trop, j'ai toujours envie de donner le meilleur de moi-même et le meilleur visage possible. Donc, c'est beaucoup plus facile d'arriver et de dire je veux 2 ans. Et si t'es pas capable de jouer à ton meilleur niveau pendant 2 ans, là, tu seras vraiment à la traîne. Et j'ai pas envie de me voir comme ça sur un terrain. Donc, en fonction de mon état à la fin de saison, je déciderai si je prolonge ou pas. alors, vous allez sortir, comme on l'a dit, un livre jeudi, Secret d'un champion. Alors, comment est venue un peu cette idée d'écrire ce livre? Bah, l'idée, elle est simple, hein. Je pense que quand tu es en équipe de France depuis décembre 96, tu as vu passer 2 entraîneurs mythiques, on va dire, hein, qui est Daniel Costantini, qui a été double champion du monde, maintenant il y a Claude Onesta. Il y a eu une continuité dans le travail, il y a eu des générations qui sont passées, il y a eu des difficultés, il y a eu énormément de choses. Donc je pense qu'à un moment donné, on peut se permettre de raconter certaines anecdotes, de raconter l'histoire, et puis je pense que ça intéresse quand même en général aux handballeurs que un peu ce qui s'est passé est notre histoire, parce que c'est quand même notre histoire. Ah oui, oui, effectivement. Ça nous intéresse énormément, l'épopée un peu de votre carrière. Mika? Sans vouloir t'offenser, Didier, est-ce que c'est toi qui l'as écrit ou est-ce que t'as fait appel à un nègre? Ah bien évidemment, je suis pas écrivain, je suis handballeur, hein, donc, donc je n'ai pas écrit le livre. Donc, Par contre, j'ai en parallèle, comme j'écris, comme c'est écrit dans le livre, ça fait 3 ans que j'écris sur la défense. Donc là, c'est beaucoup plus technique. D'accord. Donc là, c'est quelque chose que je maîtrise. donc Nicolas Chardon et Antoine Bréard, c'est ça? Voilà, Nicolas Chardin en train de boire. Ok. Ouais, on a vu, hein, vous faites gagner un de vos maillots sur votre Facebook. D'ailleurs, Facebook, félicitations Didier, hein, parce que vraiment, à la pointe de la technologie, c'est super sympa de vous voir vivre un peu aussi. Les questions sont super difficiles. Alors, Justement, c'est facile de dire je fais un tirage au sort sur ma page et pour gagner mon maillot. Si tu veux gagner un maillot, il faut quand même le mériter. Alors, on m'a demandé de vous demander si vous aviez un indice sur la première question, sur la fameuse défense, me semble-t-il, je ne l'ai pas sous les yeux. Est-ce que vous avez un indice pour nos auditeurs qui nous Il y a eu écoutent? 2 questions. Il y a eu 2 questions sur le plan défensif. C'est si tu as 2 arrières tireurs et qui sont très bons, un contre un et un demi-centre qui n'est pas forcément tireur, que doit faire le joueur avancé et quelle répartition qu'on doit avoir en fait. Que doit faire le joueur avancé lors d'une entrée d'arrière. Voilà. Exactement. Et après, la deuxième, c'est que pivot entre 1 et 2, c'est-à-dire entre l'arrière et l'ailier, que doit faire l'ailier lors de la rentrée et la répartition à avoir la répartition des autres joueurs, les postes 2, les joueurs avancés. Donc, tu es en train d'écrire les nouveaux. Et c'est pas un peu différent selon les joueurs qui sont en défense? Il y a une vérité pour chaque. Ah oui, il y a une vérité. Mais de toute façon, j'ai les réponses. Hein. Les réponses, elles vont être. La réponse, les réponses seront données. Hein, c'est une nouvelle approche du handball. C'est pas une nouvelle approche. Hein. C'est des combinaisons. C'est des systèmes défensifs qui ont fait leur preuve et qui ont gagné la Ligue des Champions et qui ont été aussi utilisés en équipe de France. Hein. Donc ça existe. Un bon boulot de coach, ça, Didier, non? Je pense qu'au niveau défensif, je suis un peu calé, hein, en toute humilité et sans aucune prétention. Hein. Je maîtrise mon sujet et je sais ce dont je parle. Ah oui, effectivement, on l'a bien vu, donc bonne chance. Sachant que... Ouais, Stan? Ouais, en plus même sur le chat, hein, il y en a qui disent non, c'est trop compliqué, là on n'est pas entraîneur, comment on fait? Là, il y a des gens qui sont un petit peu à la rue. Hein. Les entraîneurs, ils pourraient s'y coller aussi. Ouais, et puis c'est quand même le maillot de Didier Dinard, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Il y a des entraîneurs qui ont des enfants. Hein.
On va demander l'aide à Benoît Perabou et Michael Hilles, vous inquiétez pas. On va essayer de décortiquer tout ça, mais je crois que les solutions sont dans votre livre aussi, Didier. Non. Pas tous. Non. Non. Bon, D'où la subtilité. Voilà. voilà, donc voilà, c'est difficile, mais bon, il y a quand même le maillot de Didier en jeu. Alors, votre livre sort jeudi. Vous avez, Jeudi 13, oui. ouais, jeudi 13, on peut le trouver partout, dans toutes les librairies? On peut le trouver en librairie à la Fnac. À la Fnac, parfait. Et puis, ouais, vous avez vraiment débordé. Le prochain périple médiatique, là, c'est quand? C'est demain? C'est demain. Ouais, c'est demain. Demain, mercredi, jeudi. Ouais, vous êtes un peu partout, quoi. Bah, ce qui est un peu normal pour la promotion d'un livre. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Benoît, une petite dernière question. Ouais, j'ai deux petites dernières. Est-ce que tu es revenu en France pour marquer plus de buts? Parce que là, je t'ai vu ce week-end remarquer des Avec buts. j'étais en forme quand même. Et c'était du 2 sur 2 là. Par contre, je t'ai vu Mais un non, petit non. peu boitiller. Est-ce que c'est rien de grave? Non, Ou je c'est vois. ou parce c'est que ta ça façon se de casse. courir? C'est ma façon de courir et puis c'est l'âge, tu vois. Donc c'est l'usure, ça. Je t'ai vu Ne tirer les t'inquiète pattes pas, un je vais petit très peu. bien. Ça va. Et Benoît, dernière? Non, non, c'est bon, c'était C'est cette Non, bon. petite boutade. t'as dit deux petites questions, vas-y, pose la dernière. La première, c'était de savoir si c'était pour marquer plus de buts, et la deuxième, c'était pour savoir si le fait que tu boitais, c'était normal ou si c'était ta façon de courir. Ah, c'est ma Voilà, façon ça de fait deux. courir. La façon de courir. Écoutez, on va pas prendre votre temps plus qu'on avait décidé, une demi-heure. Bah, c'est super sympa, Didier. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors, vous avez remarqué, on vous a pas fait d'interview décalée. Parce que la dernière fois, vous nous avez sorti un joker. Ah non, mais allez-y, hein. Bah, bon, peut-être que ce coup-ci, je poserai pas le joker. Allez-y, Non, non. faites-vous plaisir. Bah Ça non, a traumatisé notre animateur qui Ah, prévoyait alors, Ouais, ça y est, on m'a dit Didier Dinard, j'ai dit non, je ne viens pas. Il est trop filou pour moi, donc Voilà. non. pas d'interview. Mais pas d'interview décalée, ouais, je rebondis un petit peu là-dessus, mais je fais mon mea culpa, parce que je l'avais dit en direct que je ne croyais pas en l'équipe de France pour ces JO. Donc je l'ai dit en direct dans une émission où on a fait un bon carton au niveau des vues. J'ai dit aux auditeurs, donc je le dis maintenant à tous les joueurs de l'équipe de France qu'on recevra. Donc mes amis, pardonnez-moi, mea culpa, je ne croyais pas en vous et j'ai eu tort. Voilà. Alors, méfie-toi, Stan, pour l'Espagne. Parce que là, ça va être difficile, Didier, hein, contre l'Espagne. Et- Hein. Ça joue à domicile là-bas. Ça va être chaud. Surtout que les Espagnols parlent encore de problèmes d'arbitrage, hein. Ils essayent un petit peu de... Mais Ouais, bon. c'est de bonne guerre. Problème d'arbitrage, bon, après, on verra. Hein. Pour l'instant, nous avons gagné les Jeux Olympiques, et puis on verra ce qui se passera, ce que l'équipe de France fera à ce mondial espagnol. Ouais. On espère encore vous voir sur la plus haute match. Merci, Didier, d'avoir été avec nous. C'était super sympa. Puis au plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, ciao. Merci Didier, Ciao. à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, c'était Didier Dinard avec nous. Maintenant, on va pouvoir passer aussi, parler un peu d'LNH. Parce que le championnat va s'élancer dans quelques jours, je crois que c'est jeudi. Alors, on pensait s'aventurer vers un duel PSG-Montpellier, mais il s'avère que ça a un peu changé la donne, hein, ce trophée des champions. Dunkerque pourrait aussi, pourquoi pas, prétendre à une bonne place à la fin du championnat, tout comme Chambéry. Alors, Benoît, est-ce que c'est ce qui manquait un peu dans ce championnat, du suspense? Ah bah, c'est une certitude, hein. Et on avait besoin d'avoir des concurrents directs à Montpellier. Et là, on est servi, puisqu'il y a vraiment une très forte concurrence cette année. Tant Paris que Dunkerque, Saint-Raphaël, qui est passé à deux doigts de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ouais, Ils ont ouais. fait une prestation ce week-end vraiment de très grande qualité. Face à Donc, Hambourg, ouais.
Pardon? Face à Hambourg, justement, on en parlait Ouais, tout à tout à l'heure. fait. Ouais. Donc non, là c'est tout bonus là. Je pense que c'est l'un des meilleurs championnats qui existent depuis bien des années là. Franchement, c'est une qualité et c'est vraiment relevé de partout. Il y a énormément d'étrangers de qualité qui sont venus garnir les grands clubs avec des gros projets. Des internationaux français reviennent de l'étranger pour venir jouer dans notre championnat. Assez palpitant, excitant. Ça va être vraiment un championnat de très haute facture. Ça va être très très sympa à jouer. Alors, Mika, toi qui en avais un peu marre de voir Montpellier sur les chaînes de Canal, de voir Montpellier toujours au top, là, tu dois te régaler, là. Ouais, ouais, d'ailleurs, la première rencontre, c'est Billiard-Montpellier. Effectivement. Non, je rigole, non, mais non, ce qui est intéressant, c'est surtout que le championnat va pas se jouer maintenant uniquement sur les rencontres Chambéry-Montpellier, si Montpellier n'avait pas même tué le suspense avant. Et c'est-à-dire cette année, on a vu que Dunkerque était capable de les battre. On sait que Paris sera capable de les battre. On sait que Chambé sera toujours capable de les battre. Donc, ils vont pas pouvoir forcément se reposer sur certains matchs comme ils avaient pu le faire les saisons précédentes. Et c'est sûr que ça redistribue un peu toutes les cartes et que dans le haut du tableau, ben, je pense que ça risque d'être assez serré dans les 4-5 premières places. Et c'est ce qui va donner à ce championnat toute sa qualité cette année. Alors, Paris, justement, on a posé la question tout à l'heure à Didier Dinard, mais votre avis, messieurs, est-ce que Paris peut déjà gagner le championnat de France? Est-ce qu'il faudra quand même, comme l'a dit Didier, peut-être une, deux, voire trois années d'adaptation pour vraiment que l'équipe sorte vraiment du lot, quoi? Ouais, Ça va être ils ont- chaud quand même, hein. ils ont l'équipe pour gagner le championnat. Maintenant, une équipe, c'est pas juste des individualités. Il va falloir former un collectif. Encore une fois, avec tous les internationaux ils ont eu une préparation un peu tronquée. Donc, le début du championnat risque d'être difficile pour eux. D'autant que leur premier déplacement, c'est avec Aix-en-Provence. Donc, voilà. C'est vrai que ça va être Et, compliqué. non, pour être plus sérieux, je pense qu'ils vont avoir besoin d'un certain temps d'adaptation, surtout sur les matchs à l'extérieur, surtout quand on va jouer dans des salles remplies et enfin, qu'on n'est pas habitué à ces ambiances un peu feutrées, un peu, c'est pas comme les grandes salles qui se font en Allemagne ou en Espagne, c'est des petites salles avec beaucoup d'ambiance, donc je sais pas si, je sais pas s'ils seront capables d'entrer performants. Maintenant, je pense qu'ils ont vraiment le collectif pour embêter Montpellier et pour prétendre au titre, mais c'est ce qui donne autant d'un. Je trouve pas mes mots. C'est ce qui donne autant de qualité à ce championnat et c'est ce qui va faire que ce sera intéressant de regarder. C'est que vraiment, en début d'année, qui peut dire qui sera champion, quoi. Alors, Benoît, Moi, je pense quand Excuse-moi, même que ouais, ouais, excuse-moi, ouais, je voulais juste rajouter, sur une chose que Mika a parlé, c'était d'ambiance. Moi, je pense qu'au niveau de l'ambiance, le PSG Handball cette année va être servi, hein. Je pense déjà contre Cesson, je peux prévoir déjà une très très grosse ambiance pour ce match. Donc ils vont s'y mettre vite fait dans les ambiances chaudes, je pense. le fait, Benoît, À Paris, ça a jamais été une très grande ambiance, hein. Je pense que le public parisien est surtout un public de spectateurs. Tu verras contre Cesson, on en Et, reparlera. et ouais, ils ont fait peut-être ils travaillent avec le COP de Paris, c'est bien. Ils essaient de développer ça, mais c'est vrai que les gens sur Paris viennent beaucoup voir un spectacle et après, pas spécialement encouragés. Alors s'il y a de l'ambiance, tant mieux. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Mais après, je ne sais pas si ça va durer pendant toute l'année. Et pour compléter ça, je pense que le plus gros souci pour l'équipe de Paris, ça va être sa régularité. Et on sait que Montpellier a l'habitude d'enchaîner les compétitions, d'enchaîner les matchs contre les équipes inférieures et ont l'habitude de gagner ces matchs. Et là, je doute un petit peu sur la façon dont Paris va prendre ces matchs-là et pourrait perdre un certain nombre de points contre des équipes à leur portée, voire inférieures.
alors que sur les matchs très importants où les médias seront là, je pense qu'ils seront souvent présents. Mais ouais, je les vois perdre des points, un certain nombre de points pendant toute cette saison, et qui va leur coûter le titre. Malgré tout, voilà, même si ça m'embête, mais j'ai l'impression que Montpellier possède encore cette petite avance et cette régularité d'enchaîner les compétitions et d'enchaîner ces matchs-là. Et sera encore difficilement détrônable cette année. Bah, Après, je pense que mais le fait, ça va s'arrêter, à moins qu'il se renforce encore de manière exponentielle. Mais je pense qu'ils ont encore un petit temps d'avance par rapport aux autres bah, sur ce côté-là. mais justement, Ben et Mika, le fait peut-être qu'il y a Dinard, il y a Abalo, il y a Roubia, donc ils ont l'habitude de jouer ensemble. Michael Hansen, si c'est le meilleur joueur du monde, c'est aussi quelque part, il va vite fait s'intégrer. Ça peut, la mayonnaise peut prendre vraiment très très vite. C'est peut-être moins long qu'au foot, par exemple. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, je les ai vus jouer. Ils ont été très mal embarqués contre Cesson. Ils ont été souvent derrière, mais avec le talent des joueurs qu'ils ont dans cette équipe, ils ont été capables de revenir et de s'imposer d'un but. Donc, ils ont la qualité pour ça, individuelle. Après, je pense aussi que voilà, ce sont des joueurs qui ont un certain statut et qui pourront peut-être prendre les matchs, peut-être pas de la bonne façon sur certaines rencontres, et donc qui pourraient perdre un certain nombre de points sur des matchs, sur des équipes inférieures. Surtout en déplacement à domicile, je pense que ils perdront pas beaucoup de points à domicile contre les équipes inférieures, mais voilà, il y a toujours cette façon d'aborder les matchs qui est primordiale. Et on fait un sport de contact, un sport où ça s'engage, où il faut de l'investissement personnel. Et si on oublie ces fondamentaux par un petit peu de suffisance par rapport à ses qualités propres, et voilà, en sous-estimant un petit peu l'adversaire, on peut se mettre dans des situations bien difficiles. Et surtout à l'extérieur, ça peut créer un engouement tant du public que des joueurs qui peuvent se sentir transcendés de jouer contre des joueurs, contre le meilleur joueur du monde, contre le meilleur défenseur du monde. Donc voilà, ça décuple Ouais. aussi les forces des adversaires. Ils vont être Et attendus, hein. si, et si... Pardon? Non, je disais, ils vont être attendus partout, quoi. Ouais, voilà. Et donc, si les joueurs ne font pas l'effort tous les week-ends de se remettre en question, de se dire que ça va pas être si simple, de même d'être en alerte, le coach va les alerter sans cesse, les anciens vont les alerter. Mais après, il y a la nature humaine qui, des fois, prend le pas un petit peu sur les alertes. On se dit, ouais, ouais, on est alerté, mais voilà, ça va, j'ai quand même un vécu, voilà, j'ai joué dans les plus grands clubs du monde. Et puis des fois, eh ben, ça s'enraye un peu, ça grippe, et puis voilà, les autres prennent de la confiance, c'est survolté, tout ce que tu tentes en face, ça réussit. Et au final, ça devient des matchs qui deviennent beaucoup plus compliqués. Donc Paris va aussi être confronté à ces équipes-là qui vont rien lâcher, qui vont avoir l'impression de jouer le match de leur vie. Et donc, il va falloir aller vraiment donner tout le meilleur d'eux-mêmes à l'extérieur. Donc Ouais. ça va être Ça va très être, délicat aussi par rapport à ça. alors ça va être tendu. Alors on parlait de Chambé, on parlait de Montpellier, on parlait de Paris, Dunkerque. Est-ce qu'il peut avoir peut-être une surprise, Mika, du style peut-être Saint-Raphaël, Nantes, voire Tremblay ou Aix, je sais pas. Est-ce que tu penses que... Il y a six équipes en tête qui, je pense, seront difficiles à aller chercher, c'est-à-dire Montpellier, Paris-Chambéry, Dunkerque, Nantes, Saint-Raphaël. Et on peut peut-être mettre Toulouse, mais avec tous les soucis qu'ils ont en ce moment, leur contrat, leur recrue, ça a été invalidé, il me semble. Donc, ils auraient pu prétendre au haut du tableau. Avec ces soucis, je ne sais pas trop ce qu'il en sera. Après, ça va être peut-être un peu un championnat de vitesse entre ces sept équipes en haut de tableau et les sept autres qui vont se battre jusqu'à ce qu'une ou deux se détachent pour le maintien. Donc, ça risque d'être un peu le même genre de championnat que cette année. Ouais, donc Et avant pour de... répondre à ta question, excuse-moi, ben, Nantes est vraiment très solide pour les avoir vus ce week-end, sauf que... Oui. Ah, on a perdu Ah, Mika? pardon, excusez-moi. Je disais juste que pour répondre à ta question, Nantes est vraiment solide, surtout leur set majeur. Après, ils ont un petit manque de rotation, il y a beaucoup de jeunes derrière.
des jeunes certes talentueux, Ouais, qu'on mais prouvait quand même déjà. voilà, ouais, mais Niateux, sur, là, il est sur des vraiment. rencontres contre des champions olympiques, ceci, cela, peut-être que ils auront encore un peu les défauts de leur jeunesse. Et Saint-Raphaël, qui au contraire a un effectif vraiment très fourni, mais qui après un peu moins de qualité intrinsèque des joueurs, donc qui risque d'être un peu plus en difficulté qu'ils ne l'ont été cette saison. Et pareil pour toi, tu penses pas qu'il y a une petite lutte, je sais pas, une équipe qui pourrait venir titiller un peu les gros calibres de ce championnat, Ben? Bah là, je pense que contrairement à l'année dernière, Dunkerque va pas rater son début. Parce qu'ils avaient été, à moins qu'ils fassent la même chose qu'ayant dépensé tellement d'énergie dans la compétition précédente que ça leur coûte à un moment. Mais voilà, l'effectif a très peu bougé. Ils ont quand même maintenant des rotations vraiment de qualité. Nagy, qui était en pleine période d'adaptation l'année dernière, maintenant a complètement pris le pas sur son rôle, tant de demi-centre que d'arrière gauche. On a voilà, encore arrière droit derrière Sébastien Bosquet, un joueur comme Rambo qui est capable de shooter vraiment de très très loin et avec un bras assez incroyable. Donc je pense que Dunkerque va être efficace dès le début du championnat. Saint-Raphaël, que j'ai vu jouer, ils ont pratiquement pas bougé. Ils ont recruté juste Adrien Dipanda qui a pris vraiment une dimension supplémentaire en partant en Espagne et en quittant Montpellier, avec un rôle maintenant, puisqu'il était un peu cantonné à la défense à Montpellier, et maintenant il est capable de jouer vraiment de manière très efficace en attaque. Son intégration s'est fait de la façon de la plus naturelle, puisqu'il est français, il a déjà joué X années en championnat de France, donc voilà, ça n'a pas été difficile de l'intégrer dans l'effectif, et là, pour les avoir vus jouer ce week-end, ça joue vraiment très très bien au ballon. Ils ont deux gardiens, une paire de gardiens vraiment très complémentaire et très efficace. Donc, ces équipes-là peuvent vraiment prétendre à partir, à pas perdre beaucoup de points dans le début. Après, est-ce qu'ils seront capables de maintenir ce niveau-là? Est-ce qu'ils seront capables de passer encore un niveau supérieur pour jouer contre ces grandes équipes? Ça va être la question, mais voilà, je pense que sur la régularité, ils seront là et ils seront euh, vraiment dans le classement final pour la lutte pour les places européennes. Alors, en ce qui concerne vos équipes, messieurs, Tremblay et Aix, allez, on va commencer par le petit nouveau de la LNH. Alors, tout d'abord, C'est ce qui Ah, ouais. s'appelle un blanc. C'est ce qui Ouais, s'appelle un moment de solitude, un ah pur moment. ouais, oui, C'était une interlude en fait. voilà, c'était un petit j'ai fait moment, un monologue. voilà, un monologue. Non, désolé, je On reprends. s'était endormi en fait. Bon. Est-ce que tu t'es répondu au moins? Tu t'es répondu à ta question? Non, bah Non, oui, je pense que j'ai bien fait le tour. alors, justement, Super. messieurs, un peu de sérieux, gardons notre calme. Alors, justement, je parlais de vos équipes respectives, parce que mon micro était tout simplement débranché, hein, je buvais les paroles de Benoît. Alors, on va commencer par le petit nouveau de la LNH, Aix-en-Provence. Alors, tout d'abord, Mika, comment s'est passée sa préparation? L'objectif d'Aix, bah, tu nous l'avais dit précédemment. Est-ce que ça reste pareil le maintien ou un petit coup de Trafalgar dans les coupes? Et le premier match, comment ça va se passer? Ça à Toulouse, c'est ça, non? C'est à Toulouse, ouais. C'est à C'est à Toulouse. Ouais, Toulouse, c'est donc autre chose. bon, tout le monde nous dit c'est le moment de les prendre, c'est le moment de les prendre. Bon, Toulouse, ça reste Toulouse, à domicile, ils ont des joueurs de grand talent et ça va être très difficile. Et on a une entame de championnat vraiment très dure, avec en recevant des grosses équipes telles Chambéry, Paris et Saint-Raphaël, et en allant chez des concurrents directs au maintien. Donc on va avoir un championnat très difficile. Et si on n'arrive pas à rentrer très vite et à se mettre très vite au niveau de cette LNH, on peut se retrouver en difficulté à la cinquième journée avec 0 point. Donc à nous de pas nous mettre dans cette situation. Et on a fait une prépa un peu en demi-teinte avec des matchs amicaux un peu difficiles. Mais le groupe est plus ou moins le même que l'année dernière. Donc on a quand même des acquis et on espère que ça suffira pour pouvoir rivaliser avec les gros de ce championnat et avec les autres. Alors, pour l'instant, messieurs, il y a énormément de réponses sur le jeu concours. Et pour l'instant, tout le monde me répond pratiquement la même réponse, 192 pages. Eh ben non!
c'est pas 192 pages, sachez-le. C'est Didier Dinard hein, qui nous l'a dit. Donc après, si c'est pas ça, je vous donnerai le numéro de portable de Didier Dinard. Non, je rigole, mais c'est pas 192 pages. Donc vous êtes nombreux à nous avoir écrit. Bah pour l'instant, c'est pas ça. Donc c'est ni 200 ni 192. C'est, allez, je vous donne une petite indice. C'est un petit peu moins de 192. Il est 20h47. Vous avez allez, encore 15. Allez, on peut pousser jusqu'à 21h15 pour répondre à la question combien de pages écrites comporte le livre de Didier Dinard. Je vous rappelle sur contact@rtsradio.fr. Vous avez encore pas mal de temps pour répondre. Et une seule réponse, mais maintenant vous pouvez rejouer tous, hein, parce que Audrey nous a envoyé 4-5 réponses, mais pourtant c'est pas les bonnes. Donc vous avez encore pas mal de temps pour y répondre. Pour l'instant, personne n'a gagné le livre, donc il est pour moi. Eh oui. Allez, on va passer du côté de Tremblay, savoir un peu les objectifs tremblaysiens. Pareil, tu vas commencer, Benoît, par Chambéry, il me semble, donc c'est du lourd aussi pour commencer. Et puis, Ouais, un petit championnat, début de championnat sympathique. Réception de Chambéry, déplacement à Montpellier. voilà, Donc, histoire de bien se mettre en jambe. voilà, exactement. Mais tu cherchais des troubles faits tout à l'heure et nous, on a l'ambition de faire partie de cela et on n'a pas l'ambition de jouer le maintien, on a vraiment l'ambition d'aller titiller des places européennes. Donc, on sait que ça va être compliqué. Le groupe a pas mal bougé. Et justement, on est un petit peu en retard par rapport à notre préparation, puisque nos différentes sorties n'ont pas été très concluantes. On a vraiment mis l'accent sur la défense, parce que on avait des joueurs qui arrivaient et on devait aussi se reposer sur le point fort qu'on avait l'année dernière, qui était notre défense. Donc voilà, et du coup, en attaque, on est un petit peu en retard. Notre jeu offensif manque cruellement de repères et d'efficacité encore. Donc j'espère que ça va se mettre en place dans les jours qui viennent pour qu'on soit efficace dès samedi contre Chambéry. Alors comment se passe l'adaptation de Rémi Salou ou encore de Tuzolana du côté de Tremblay? Écoute, les joueurs sont très bien adaptés, mais ils jouent aussi sur des rôles clés. On a Rémi Salou qui est pivot, on a Vladimir Starcevic qui est demi-centre. Il y a Benjamin Bataille aussi, un jeune qui est demi-centre. On a un gardien tchèque. Donc c'est des postes importants et donc c'est des postes aussi qui demandent un certain temps d'adaptation pour les repères, que ce soit défensif ou offensif. Et même si humainement l'intégration s'est très bien passée, voilà, ils sont très bien ancrés dans le groupe, il y a une très bonne ambiance, tout va bien. Dans le jeu, on est encore loin d'être à 100%. Donc c'est en place parce que c'est des joueurs de qualité. Et, il suffit encore je pense, encore quelques jours de travail pour que les derniers petits réglages puissent, puissent se mettre en place et qu'on soit vraiment efficace pour ce début de championnat. Alors toi Stan, tu vois quelle équipe arriver en haut de l'échelle, on va dire champion de France, allez les deux premiers, trois, vas-y, trois. Alors là, tu me demandes le podium, c'est un peu plus facile. Forcément, je vais mettre PSG handball sur le podium. Après, j'hésite parce que Montpellier, c'est quand même une machine, c'est bien huilé, hein. Même si tu peux apporter une grosse équipe en face, il y a l'expérience, donc je vais mettre quand même Montpellier champion, deuxième le PSG handball et troisième Saint-Raphaël. Ouh, Saint-Raphaël, si vous deviez donner, vous, un petit tiercé gagnant comme ça, Mika. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, non, un tiercé, ouais, je vais pas être original, hein. Montpellier, Paris, Chambéry. La même pour toi, Ben? Eh oui, j'en ai bien peur. Ouais, Tremblay, non, Je suis pas très bon pronostiqueur, donc j'espère me tromper. te tromper. J'ai l'impression que c'est ce qui va. Ouais, Ouais, ce trio-là va être quand même devrait terminer dans le haut du tableau. ouais, de vrai, hein, de vrai. Donc c'est Même, vrai. de toute façon, même sur le chat, hein, on voit le trio Montpellier, Paris, Chambéry, hein. Ouais.
Ouais, personne n'a cité Dunkerque quand même, qui nous a fait des grosses impressions, hein. Donc, à voir. Bah, et toi, alors, ton trio? Ouais, je pense que les trois équipes devraient pas être loin. Après, je vois quand même Montpellier champion de France. Paris, je les verrais bien troisième et pourquoi pas Chambé ou Dunkerque à la seconde place. Allez, soyons fous un peu pour donner. Mais bon, quoi qu'il arrive, on est tous d'accord. L'année dernière, à peu près au même jour, à la même heure, même, je dirais, au même moment, on donnait tous Montpellier vainqueur largement. Bah là, on est indécis et c'est toute la beauté de cette saison 2012-2013 qui nous attend. Alors, premier match pour Montpellier, c'est à Billières, donc le promu. Il y a Paris Saint-Germain-Cesson, Créteil-Ivry, Célestat Nantes, un bon petit Toulouse Aix-en-Provence et un Tremblay-Chambéry. Mais messieurs, l'affiche, ça sera Dunkerque-Saint-Raphaël. Alors Dunkerque qui a joué le Trophée des Champions et qui l'a même gagné. Par contre, Saint-Raphaël, messieurs, est-ce que ça va pas être difficile de se remettre de cet échec? Ils étaient à quelques minutes du bonheur. Ils menaient plus 4 dans cette wildcard pour une qualification à la Ligue des Champions. Plus 4 à 5 minutes de la fin. Ils se font rejoindre par Hambourg. Ils se font battre même en prolongation. Est-ce que Mika, Ben, ça va pas être difficile pour Saint-Raphaël de se remettre dans le bain d'ici jeudi? À la fois, euh, à la fois ça a prouvé qu'ils avaient les moyens, que c'est une équipe avec vraiment un fort potentiel. J'ai vu vraiment des joueurs, même Geoffroy Kranz, qui était un petit peu en difficulté l'année dernière offensivement, était vraiment excellent en demi-finale, hein. Ouais, Un je peu moins. confirme, nous en amical, il a vraiment été costaud avec des shoots de loin, ce qu'on n'avait Ah pas ouais, vu. là, il était en Enfin, demi-finale. Après, il a été moins utilisé en finale, mais en demi-finale, il a été vraiment impressionnant. Il y a eu même le jeune pivot Garin là, qui a fait toute la demi-finale à la place de Juricek, qui a été aussi très très efficace. Et puis après, en finale, les cadres ont repris leur place et ont maintenu l'équipe. Donc ils ont bien réussi aussi à tourner, à faire tourner leur effectif, puisque en finale, à Billy, même Ganem et Dipanda ont fait un match vraiment très complet. Et donc voilà, ça prouve que cette équipe-là a vraiment un gros potentiel. Alors j'espère qu'ils vont pas, quoi, j'espère rien. Mais pour eux, j'espère qu'ils feront pas voilà, la même chose que Dunkerque et avec un début de championnat difficile. Maintenant, ils sont très ambitieux. Ils disaient encore que apparemment le budget de Saint-Raphaël va doubler là, Ouais, ouais. dans les années à venir là, rapidement, puisqu'ils veulent développer le port de Saint-Raphaël, l'agrandir. Donc avec un budget quand même qui est déjà conséquent, le doubler, il pourrait passer dans les deux ou troisième budgets du championnat. Donc vraiment avec des ambitions énormes pour ce club. Donc malgré tout, ils sont vraiment là pour jouer les troubles fêtes dans ce championnat. Ouais, effectivement. Mais tu penses pas, Mika, que toi, ça pourrait un peu les déstabiliser pour le premier match? Ils sont vraiment passés à très peu de choses, hein, et battre Hambourg, ça aurait non, parce été. que je pense pas qu'ils. Je sais pas dans leur tête, mais je sais pas s'ils se voyaient au niveau de Hambourg et ça n'a pu que les rassurer quant à leur niveau de jeu. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une déception, mais ce sera peut-être la seule chose qui sera négative sur cette rencontre contre Dunkerque. Dunkerque a gagné ce week-end et ils ont la confiance avec eux. Saint-Raphaël a eu un peu la déception, mais au contraire, ça va leur donner encore plus envie d'être bon en championnat pour pouvoir rééditer ce genre de performance l'année prochaine. Alors avant de passer dans 5 minutes, Nina Kanto et Thomas Guillon seront avec nous pour nous parler de la LFH et du championnat féminin qui reprend ses droits également. Et puis après on aura Sébastien Mangin pour nous parler de la Pro D2. Mika, tu as rencontré le président de la Ligue, Monsieur Bernatsal, et qui était au Trophée des Champions. Et tu as fait une petite interview que je vais passer le temps que je la trouve. Alors un petit mot quand même sur le président, tu l'as trouvé très Non, elle est sympathique. très, très sympathique, très abordable. Il connaissait déjà l'émission. Donc, la faute à Benoît Péramou, apparemment, qui harcèle sa chargée de communication en interview. Donc, non, non, très abordable. Il est venu faire son interview juste après avoir passé une heure et demie Ici avec le Nicolas prince. Karabatic.
Ouais, vas-y, je te Donc laisse finir. le choc des extrêmes hein, est toujours aussi simple, mais bon, pour quelqu'un qui vient du rugby, on ne pouvait pas en douter. Allez, on écoute tout de suite. C'était hier, tout simplement, lors de la finale du Trophée des Champions, monsieur Philippe Bernatsal. La radio Talk and Sport. Voilà, ça va venir dans quelques instants. Vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Et c'était au micro de Michael Hilas. Alors avec Philippe Bernatsal, cette année marque la fin de 3 années de Trophée des Champions à Monaco. Quel bilan peux-tu en faire? Je serai très court et très simple, très positif, très content et très heureux déjà d'avoir découvert Monaco et puis d'avoir pu connaître les gens qui ont œuvré, que ce soit les dirigeants monégasques, toute la principauté. Le prince était là aujourd'hui, donc je crois que voilà un bilan très très positif avec du fil. Au fur et à mesure que les années sont passées, on a vu que ça prenait une ampleur assez exceptionnelle et je crois que voilà très très content et très heureux de tout ce qui a été fait pendant 3 ans. Est-ce qu'on a une idée de où se feront les 3 prochaines années? Parce qu'apparemment c'est des baux de 3 ans. Oui, c'est des baux de 3 ans pour arrêter et pour mettre une date, mais maintenant rien n'est jamais arrêté. Une idée non, parce il y a eu des dossiers de candidature qui sont en train d'être faits par certaines villes, régions. Donc on attend le retour des dossiers et puis on prendra une décision d'ici un petit mois et demi. D'accord, on a entendu parler un peu de peut-être que ça se ferait à l'étranger. Est-ce que c'est une piste éventuelle? Oui, bien sûr, il y a la Tunisie qui a posé candidature pour accueillir le Trophée des Champions, mais il y a aussi beaucoup d'autres villes et de régions qui sont très motivées, et notamment Monaco. Donc voilà, vous savez, appel à candidature, comme le nom l'indique, il y a des candidats et le meilleur et celui qui séduira le plus la Ligue l'emportera. Pour revenir à la LNH, on a vu l'arrivée cette année de beaucoup de joueurs internationaux. Le championnat est de plus en plus attractif. Qu'est-ce que vous pensez qu'il manque maintenant pour que ça prenne vraiment, que ce sport prenne une ampleur et devienne un sport majeur en France? Je crois que vous êtes peut-être un peu dur, c'est déjà un sport majeur, mais voilà, donc ça continue. Je crois on travaille depuis plusieurs années maintenant. La Ligue nationale de handball est une ligue jeune. Les clubs sont rentrés vraiment dans l'ère du professionnalisme depuis quelques années. Donc voilà, il ne faut pas non plus vouloir brûler les étapes, mais je crois que doucement mais sûrement, avec une grosse partie et pratiquement tous nos champions olympiques qui reviennent jouer dans notre championnat, des joueurs étrangers qui arrivent, des clubs qui structurent. Des médias qui sont de plus en plus présents, un partenaire télé qui va diffuser un deuxième match dès la seconde année. Donc voilà, tous les voyants sont au vert. Maintenant, à nous de continuer à bosser pour continuer le développement de ce championnat. Justement, au niveau de la télé, vous en parlez, c'est Canal+ pour le moment. On sait que beIN Sport essaie de truster beaucoup tous les sports en ce moment. Est-ce qu'il y a des tractations en cours? Est-ce qu'il y a des renégociations de contrats? Vous savez, on est en contrat encore 3 ans avec Canal+, donc voilà, c'est un petit peu tôt pour parler de tout ça. Bien sûr qu'il y a de la concurrence aujourd'hui qui se met en place, et voilà, mais pour l'instant, on est très bien et très content de ce qui se passe. Oui, au niveau des droits télé, on sait que pour l'instant c'est uniquement la Ligue qui les touche. Est-ce qu'il y a pour piste de redonner un peu d'argent au club comme ça peut se faire dans le football? Ah ben bien sûr, le but étant celui-là, mais quand la Ligue aura de l'argent, elle en reversera au club. Aujourd'hui c'est compliqué, les finances sont serrées, économiquement c'est pas très très évident non plus. Donc voilà, on travaille justement pour pouvoir continuer le développement et de la Ligue et surtout des clubs. Dernière question, quelles sont les ambitions pour la LNH cette saison, les orientations que va prendre la LNH et les progrès qu'elle va essayer d'effectuer cette année? Voilà, la LNH se porte bien malgré tout, mais maintenant, comme les clubs, il faut qu'on se développe, il faut qu'on se structure. On est déjà bien en place, mais il manque des choses. On a un gros travail de marketing à faire. C'est vrai qu'on a envie d'attirer des partenaires privés pour qu'ils nous rejoignent dans notre aventure et dans notre développement. Ça sera un des gros chantiers. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, comme on le disait tout à l'heure, essayer grâce à tout ça de continuer et de permettre au club de continuer à se développer, à se professionnaliser en interne en club, et avec la Ligue, je crois que ça peut faire un beau mariage.
Ah, c'était une sacrée interview, hein. Bravo Mika, tes questions, pardon, super bien choisies, super. Et j'ai malheureusement pas eu le temps de tout lui poser parce que il était pressé, c'était à la fin du tournoi, il devait prendre la navette pour aller à l'aéroport, donc on aura l'occasion de la voir dans l'émission une prochaine fois. Voilà, donc c'était Philippe Bernatsal, vous allez pouvoir retrouver l'interview tout à l'heure, tout comme le podcast de l'émission. Je vous rappelle le jeu concours en personne. Ah, attendez, je vérifie quand même. Eh bien si. Eh bien si, il y a une personne qui a trouvé la bonne réponse, chers amis. Ce n'est plus la peine de jouer. Alors ça s'est joué, je sais même pas si je crois que ça s'est joué à rien. Alors je sais pas comment on va faire. Alors je vous explique la bonne réponse. À la ligne, La bonne près. réponse. Voilà. Écoutez bien, la bonne réponse On va est appeler un arrivée. huissier. Éc- Faites écoute, venir l'huissier. J'ai que deux bonnes réponses. Ils sont arrivés à 20h49 toutes les deux. Là, je peux te dire qu'on est un peu dans la Ouais, merde. à moitié chacun, hein. Ouais, donc on va couper le livre en deux, hein. Désolé, il y aura une moitié voilà, on va essayer de se débrouiller, mais bon, voilà, Moi, je vote pour un Shifumi ouais, en direct. on va faire, Pour un chiffonnage même. on va faire pour Shifumi, mais de toute façon, comme j'ai les secondes et il n'y a que moi qui les a, hein, 20h49 et quelques secondes, donc vous allez retrouver le nom de l'émission. C'est une Ça a l'air personne très crédible. et ce en que tu dis. plus, je suis content parce que c'est une personne habituée qui gagne, qui nous écoute pratiquement tout le La temps. corruption, quoi. Et en plus, non, enfin moi Voyou. je fais un scan de mon écran quand Ah. même, bien entendu. Vous avez bien vu, vous avez gagné le maillot de Jérôme Fernandez, oui, et puis de Benoît Perabou, des personnes qui ne bossaient pas pour Rondé quand même, on peut le préciser. Donc ils sont super contents, vous avez pu voir leurs photos. Allez, on passe à la LNH et je pense qu'il y a Thomas Guillon avec nous. Bonsoir Thomas. Allô Thomas. Bonsoir messieurs, bonsoir à toute l'équipe de Handball. Oui, on va parler effectivement LFH avec Nina Canton qui sera avec nous dans quelques secondes. J'étais avec elle il y a quelques secondes, donc elle va pas mettre de temps à rassurez-vous à arriver. Vous allez bien messieurs ce soir? Alors ouais, parfaitement Thomas, on t'entend un tout petit peu de loin. Je vais parler un tout petit peu plus fort si vous voulez. Et bah là c'est parfait Thomas. Je dirais même crier un peu. Vas-y, fais monter la voix. Stan, je sais que tu aimes quand je crie et effectivement je vais crier pour toi Stan ce soir. Voilà. Merci. Alors c'est parfait. Alors on va attendre Nina qui doit pas, tu vas pas tarder à la rajouter dans la Oui, conversation. elle a quelques petits soucis techniques mais elle va être là dans quelques secondes. Bah dans quelques secondes, le temps pour nous de parler un peu de ce championnat qui va débuter. Alors on sait que le champion en titre c'est Arvor qui a été relégué pour des problèmes financiers, j'ai envie de dire. Oui. Coup dur déjà, hein, Thomas. Bah, premier coup dur puisque c'est les champions en titre, tu l'as dit si justement à l'instant, donc commencer un championnat sans champion, ça fait un peu bizarre, hein, on va l'avouer, surtout qu'Arvor donc, qui était champion, et tomber pour des problèmes financiers, ça montre bien un petit peu les limites actuellement du sport féminin en France, et notamment du handball féminin en l'occurrence. Alors justement, il y a des équipes qui prétendent peut-être à chipper cette première place. On pense notamment à Toulon. Voilà. Je crois que Nina vient de nous rejoindre. Bonsoir Nina. Bonsoir. Et voilà, Nina Canto qui est avec nous. Alors Nina, tout d'abord, vous avez rejoint un peu l'équipe RTS via Elsport, c'est ça? Oui, c'est ça. Par contre, je t'entends pas super bien. Alors, C'est des petits problèmes de son là. Est-ce que vous m'entendez mieux, Nina? voilà, là, je vous entends très bien. Voilà, parfait. Donc vous avez rejoint RTS via Elsport, une émission tous les mercredis. Alors, pourquoi avoir accepté un peu de vous lancer dans l'aventure? Parce que déjà, je pense que c'est très important pour le handball féminin. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui nous sollicitent pour en parler. Et surtout que ça intéresse beaucoup de personnes. Et voilà, un petit peu. En plus, c'est une émission un peu au féminin. Donc, voilà, je veux pas faire la fille un petit peu sexiste, mais c'était super intéressant pour moi. Ah, Moi, j'ai envie de remercier Dina parce que c'est vrai que quand on parlait du handball féminin, on avait toujours un peu de mal à aborder le sujet parce qu'on n'est pas des vrais spécialistes et maintenant on a quelqu'un de spécialiste. Surtout Ah ben, toi, Mika. Alors, c'était Michael Illes, hein, Nina, qui adore le. Salut Mika. Alors, Même si je suis un petit peu de loin. Pendant 6 mois, j'ai cru qu'il était misogyne quand même. Alors, c'est pas pour Michael Illes ni Benoît Perabou que vous avez rejoint Elsport, alors.
Non, 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 je pense que pour moi, par rapport à mon projet de reconversion, c'était super intéressant, c'était une très bonne opportunité. Et comme je disais tout à l'heure, parler du handball, parler de ma passion, c'est un plaisir avant tout, donc pourquoi pas. Et j'étais vraiment heureuse qu'on m'ait sollicité pour le faire, hein, déjà. Alors, avant de parler de la LFH, on va parler, on va revenir quand même sur un mauvais souvenir, c'est les JO. Nina, comment on se sent un mois après cette désillusion? Tu veux parler de la dépression post-olympique ou... Ouais. Non, bah écoute, c'est assez difficile parce qu'on a eu que 4 jours de pause, donc j'ai l'impression de toujours pas avoir digéré notre mésaventure aux Jeux Olympiques. Maintenant, voilà, me lancer dans d'autres projets comme ça me permet un petit peu de rebondir et d'aller de l'avant, quoi. Mais c'est difficile de s'en remettre. Ça fait quand même 2 fois que je participe aux Jeux Olympiques et 2 fois que je suis éliminée en quart de finale pour un but. Ouais. Donc, je sais Rageant. pas si c'est le sort qui s'acharne sur nous, mais bon. Bon, ce qui est pas mal, Nina, c'est que vous allez pouvoir rebondir assez rapidement. Il y a l'Euro de la Serbie qui arrive là, donc pas le temps de cogiter. Oui, c'est voilà, t'as trouvé la réponse. Non, pas le temps de cogiter, mais un peu fatigué quoi, avec la blessure d'Amandine Leno qui est vraiment quand même Ouais. faut en tenir compte. Je pense que les Jeux internationaux, on est fatigué, on n'a pas eu assez de repos, aussi bien psychologique que physique. Et j'espère qu'aussi bien les clubs et la sélection vont savoir comment faire pour nous gérer et qu'on arrive justement en Serbie dans un très bon état physique, quoi. Alors, parlons un peu de votre club de Metz avant de passer la parole à Thomas et de nous décrire un peu aussi le championnat. Quels sont vos objectifs, vous, Messine? Mais avant de reprendre avec l'équipe par rapport aux joueurs qu'on avait recrutés, pour moi c'était plus viser les 5 premières places du championnat parce qu'on est une équipe qui est très jeune, on avait pas mal de départs et là on a vraiment essayé de continuer sur la formation et construire une équipe sur le moyen terme. Maintenant, au vu de nos prestations sur les matchs amicaux, bah, ce sera un peu hypocrite de dire non, on ne peut pas jouer le titre, donc forcément on va le jouer avec les moyens qu'on a, mais sans se mettre de pression. On va le jouer en outsider par rapport à d'habitude où on est plutôt favorite. Là, on va se positionner dans ce rôle-là et puis on va jouer sans pression, on va voir ce que ça donne, quoi. Alors, vous voyez qui comme principaux concurrents? On sait qu'il y a Toulon, alors aussi le fait, Nina, de ne pas avoir de champion de France en titre, ça doit faire bizarre. Arvor qui s'est fait un peu voilà, choper par la brigade, j'ai envie de dire. Ça doit être difficile, hein. Mais c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai qu'elles avaient une super équipe, elles avaient vraiment un très beau jeu. Maintenant, moi, c'est pas pour défendre le Metz Handball, mais je pense que le système des playoffs, c'est vraiment pas fait pour l'équipe qui joue la Ligue des Champions. On a eu des grosses blessures, on arrive en fin de saison avec 40 matchs dans les jambes quand les autres n'en manquent une vingtaine. Donc forcément, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux, on avait énormément de joueuses internationales. Maintenant, Arvor s'est fait prendre par la patrouille, mais moi je trouve ça triste pour les joueuses avant tout, parce que finalement elles ont été victimes d'un système et elles ont eu de la chance quand même pour la plupart de pouvoir se replacer dans des bons clubs assez intéressants, mais ça montre encore quelques limites au niveau du sérieux de certains clubs voilà, sur l'Hexagone. Alors que pas mal de joueuses prend un peu la poudre d'escampette et va enfin autre part qu'en France. Vous recrutez Paul Baudouin, c'est une excellente recrue, ça. C'est une très bonne recrue. En plus, c'est une Camerounaise, ça en fait une de plus, donc voilà. En force. On est 4 joueuses d'origine camerounaise qu'on appelle le Caredas. Donc pour les blagues en dehors du vestiaire et dans la vie de tous les jours, c'est super intéressant. Mais au-delà de là, c'est une très bonne joueuse, c'est une gagnante. C'est une gagnante et je pense qu'on a besoin de joueuses de son profil pour justement essayer d'atteindre notre objectif. Alors, vos principaux concurrents, on n'en a pas parlé. Vous mettrez qui en premier? Toulon? Toulon a vraiment une grosse équipe. Ouais. Vraiment une grosse équipe. Là, on les a battus sur le match amical, mais on sait très bien qu'en championnat, ce ne sera pas la même chose. Il manquait quand même leur pièce maîtresse qui est Christiane Moissessa, donc meilleure arrière-gauche du championnat. Et ici, les Moulineaux a une bonne équipe et dans des conditions favorables. Le fait de jouer la Ligue des Champions, ça fait forcément hausser son niveau de jeu parce qu'on affronte des équipes qui sont vraiment 3 ou 4 tons au-dessus et on progresse plus vite que la moyenne. Ensuite, je mettrais quand même Fleury-les-Aubrais aussi, Mhm. qui adopte un jeu un peu comme le nôtre, c'est-à-dire qui base tout sur la rapidité et l'enchaînement du jeu. Et Nîmes, qui va être une équipe qui a un petit peu été blessée dans son orgueil la saison dernière en faisant les playdowns et qui, à mon avis, est très revancharde et va poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Vous croyez pas, Nina, mais Michael a une question. Ouais, moi j'ai une question un peu plus technique. C'est agréable de jouer en jupe? Ah ah ah, quand t'es pivot, c'est un peu. Ça peut t'aider à obtenir quelques pénaltys, non, je rigole. Non, on le sent pas. Franchement, la première fois qu'on a joué en jupe, c'est vrai que je n'osais pas rentrer sur le terrain, puis j'étais capitaine, donc j'étais la première à présenter la nouvelle tenue. J'étais un peu stressée et peur de me faire huer par tout le monde. Je trouve que c'est athlétique.
ça rajoute un côté féminin au handball parce qu'on a un peu enlevé ce cliché de handballeuse camionneur. Donc voilà, niveau technique, ça ne nous gêne pas du tout. C'est vraiment pour créer un buzz et je pense que ça, c'est un pari gagné puisque tout le monde en parle. Ouais. C'est vrai, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir Isabelle Wendling en jupe. Non, parce que tant qu'Isa était au club, c'était pas possible de jouer en jupe. Elle avait refusé catégoriquement. Et comme on touche pas à un emblème, et ben voilà, il faut respecter son choix parce que c'est une grande joueuse et je pense qu'elle a le statut pour pouvoir imposer ça. Allez, on va essayer de récupérer Thomas qui doit être dans le coin. Alors Thomas, est-ce que tu m'entends? Et oui, Lusa, moi je suis dans le coin, j'écoute, je bois les paroles de Nina. Je bois les paroles. Je suis content de la question de Michaelis, puisqu'effectivement, ça le prouve bien que Mika n'est pas macho. Il pose des questions sur le hand féminin, donc merci Mika. On apprécie beaucoup. Donc oui, on va parler un petit peu d'LFH. On a commencé. Il y a des équipes qui sont favorites. Moi, j'ai plutôt regardé, je vais pas vous le cacher, du côté des équipes de bas de tableau ou les équipes blessées. On va dire des outsiders ou des promus. Puisque les équipes effectivement de haut de tableau, on les connaît un petit peu tous. Même si Harvard va beaucoup nous manquer cette année. Comme disait Nina, si justement à l'instant, du côté des équipes à surveiller, moi, tout comme elle, sans concertation, j'ai mis Nîmes. Parce que effectivement, c'est un effectif qui est assez meurtri, qui a beaucoup de regrets par rapport à la saison passée. Un effectif qui a très peu changé. 3/4 formés au club, donc des filles qui se connaissent parfaitement bien. Clairement, Camille Aiglon est surmotivée pour que ses joueuses fassent une superbe saison. Et Nîmes peut jouer les troubles faites très largement pour moi cette année, tout comme Fleury, malgré effectivement beaucoup de départs et beaucoup d'arrives, donc un effectif qui a été beaucoup remanié. 9 arrivées et 9 départs, donc ça s'équilibre, mais c'est un peu beaucoup pour un début de saison selon moi. Au niveau des autres équipes, je surveillerai avec attention Nice. On en a parlé un peu avec Nina tout à l'heure. C'est une équipe qui est promue, mais c'est pour moi un faux promu puisque 3 montées en 4 ans, la valeur est là. L'ancien club de Valérie Nicolas. Qui effectivement, voilà, c'est tout à fait ça. C'est ce qui a fait ça entre autres, qui est Valérie Nicolas qui a arrêté cette année entre autres, puisqu'elle dépannait encore pas mal à Nice. Donc oui, Nice qui est champion au titre de championnat de D2, 3 montées en 4 ans comme on l'a vu, avec une capitaine que tout le monde connaît qui est Miyaro, un nouveau coach que Nina connaît très bien aussi. Donc oui, Sébastien Gardillou. Sébastien Gardillou que tu connais très bien. Donc clairement l'objectif annoncé c'est le maintien. On sait très bien qu'à Nice on va viser un peu plus haut, surtout que la structure pro donc de l'OGCN. Moi personnellement je vois Nice à la limite des playoffs et s'en sortir très très bien cette saison, pour ma part. Oui, je pense que je partage ton avis parce que les joueuses que Sébastien a recrutées, il y a pas mal de joueuses qu'il a formées, donc il saura les exploiter au maximum. Ensuite, je pense que humainement, il a quand même un petit esprit quand même revanchard par rapport à ce qu'il a commencé à construire à Metz et qu'il n'a pas forcément eu l'opportunité de terminer, donc il aura vraiment à cœur de faire bien et il sait le faire. Et comme tu le dis aussi, il a les structures autour, c'est quelqu'un qui a des idées novatrices et qui a besoin des structures pour le faire. Nous, à Metz, c'est un club quand même qui a une histoire et qui a un mode de fonctionnement qu'on ne pouvait pas tout bouleverser. Et je pense qu'à Nice, lui, il sera vraiment dans un rôle... le costume sera à sa taille. Donc, vraiment les surveiller de très près. Alors, Nice, ok, en espérant que Metz arrive aussi à grappiller quelques points et pourquoi pas accrocher le titre. On ne sait pas, Nina, tout est possible. Et ça joue aussi toujours en play-off, c'est ça, cette année? Voilà, je pense que cette année, on est justement dans une position où les playoffs seront un autre avantage. C'est-à-dire qu'on est une équipe relativement jeune et je pense qu'on peut faire déjouer des grosses équipes sur 1 ou 2 matchs. Mais être régulière toute la saison comme on a pu l'être les 17 années précédentes, je ne suis pas persuadée. Donc il va falloir vraiment exploiter ce système à fond. Et on dirait, comme on dit toujours, c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, Nina et Thomas, on est vraiment pris par le temps. Là, on doit recevoir Sébastien Mangin pour nous parler de Pro D2. Le temps pour moi quand même, et là je vous laisse la parole pour nous parler de la belle émission qui se prépare mercredi, Thomas et Nina. Alors oui, effectivement, donc une belle émission mercredi, et Sport, la seconde émission, donc on en a fait une première la semaine passée, donc qui était un peu plus axée sur le football avec Camille Catala. Cette semaine, on a décidé de faire la part belle aux handballeuses, donc en accord effectivement avec Nina, et on a eu une petite surprise tout à l'heure, c'est qu'il y a la présentation effectivement des joueuses de Metz mercredi, donc on va aller s'inviter du côté de la présentation mercredi soir en exclusivité sur RTS. Ah, excellent Nina, vous allez pouvoir nous faire un peu plus connaître le club du FC Metz.
Oui, c'est parce que c'est une grosse soirée qui est organisée avec tous nos partenaires. On est quand même un club qui a un gros budget au niveau des investissements privés. Ça représente quand même un tiers de notre budget annuel. Et voilà, là, il y aura vraiment, ce sera une très grande fête. Il y aura tout le monde, les joueuses de l'équipe 2, de l'équipe 1, tous nos partenaires, les élus. Mais malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas voir les filles en robe de soirée. Hein. Vous pourrez juste entendre leur voix. Ouais, c'est déjà pas mal, Mika. Enfin, Mika, toi, ex-Metz, ça te fait pas peur pour une journée, toi. Ex-Metz, quoi? Ex-Metz en train, tu peux y aller. En train. Une journée pleine. Bon, bah écoutez, je remercie quand même de faire le point sur la LNH. Vous allez retrouver, voilà, vous avez entendu, hein, chers auditeurs, tous les mercredis à partir de 21h30, El Sport, tout ce que vous devez savoir, les résultats de la LNH et tout. Et puis là, en plus, c'est un spécial FC Metz avec Nina et Thomas et toute ton équipe, Thomas. Donc on se retrouve mercredi 21h, Thomas et Nina. Je suis sûr que le club de Metz a une bonne com et qu'ils vont mettre des vidéos sur YouTube, on pourra tout voir. Ce sera peut-être retransmis sur Being Sport et sur Mirabel Télé, mais bon, je sais pas si tu connais cette télé. Intriguant. Ouais, alors bon, voilà, on a un concurrent direct, messieurs, c'est Bein Sport, mais bon, ils vont pas faire le poids les Qataris face. Non, mais ils auront les images après vous, hein, vous inquiétez pas. Hein. Eux, ils auront les séquences une semaine après. Nous, ce sera du live. Ça sera du live. Ça sera du live avec Nina qui jouera les envoyés spéciaux directement sur place. Allez, c'est pas beau ça, les amis. Allez, tout ça pour vous. Je sais que c'est beau, une passion. Voilà, je sais que Handé, on se plaignait pas mal de ne pas avoir de voix féminine et de pas parler de hand féminin, pas assez, disons. Bah là, voilà, hein, Thomas vous crée une émission spéciale pour vous. Quoi demander de plus? Vos désirs sont des ordres. Merci Nina, merci Thomas. Et nous, on va enchaîner. Merci. Et puis au plaisir de vous avoir. Et puis bonne chance pour Metz. Et avec l'équipe de France, on vous suit aussi régulièrement. Merci beaucoup. Allez, Ciao. Allez, on va passer à la Pro D2. Alors Sébastien Mangin devrait pas tarder, ça c'est Benoît qui gère ça en off. Et puis on va décortiquer un peu cette première journée qui s'est passée. Première journée qui a été plutôt intéressante. On va dire les favoris ont gagné. Et peut-être que le faux pas est venu de Chartres qui s'est fait surprendre à Massy. Mika, c'est une demi-surprise quand même. Ouais, avec les ambitions qu'a Chartres, ils ont présenté comme ambition de jouer les prétendants à la montée. Donc c'est vrai que d'entrer à aller perdre à Massy, c'est un peu dur pour eux. Bon, il leur manque quand même leurs deux recrues stars, Ostertag et Mongin. Maintenant, aller à Massy, j'en sais quelque chose. On avait failli déjouer là-bas l'an dernier. Quand on avait été joué là-bas, on avait pris la foudre en première mi-temps. Heureusement qu'on avait eu une réaction d'orgueil en deuxième, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont eu du mal à jouer à Massy. Et c'est pas étonnant qu'ils aient pu embêter cette équipe de Chartres qui malgré leurs nombreuses recrues, reste une équipe un peu jeune à ce niveau-là. Donc il va falloir qu'ils apprennent et c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais bon, avec ce système de play-off, c'est pas très important d'être prêt dès le début de la saison. L'important sera qu'ils soient en forme et prêts en fin de saison. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tous les favoris ont pratiquement gagné. Alors, on attend Sébastien Mangin, mais on peut peut-être aussi Ouais, c'est pour ça on va pas trop parler de Chartres, hein. On va pas trop parler dans son dos. Il devrait pas tarder là. Il est en train de Voilà, exactement. Mais se mettre en place. on peut parler quand même de nous, les favoris qu'on pense peut-être qu'ils ont le potentiel. Non plus. Pardon? Non, vas-y, excuse-moi. Non, je disais les favoris. Les favoris qui ont le potentiel pour monter en LNH. Je pense qu'on peut mettre Mulhouse dans les favoris, Benoît. Dijon, que tu connais bien. Ouais, il y a les deux qui sont quand même descendus avec Istres et Nîmes, hein, qui sont quand même qui restent ambitieux et qui veulent retourner rapidement en LNH. Après, le Semur aussi avait fait un très bon championnat l'année dernière et là a perdu son premier match à Angers. Petite surprise. Mais sinon, le reste a tenu son rang. Mulhouse, Dijon, voilà, pratiquement tout le monde a gagné ce premier match qui lance cette saison. Angers qui a un effectif quand même assez intéressant cette année comparé aux autres années. Le recrutement était assez intelligent, je pense, et qui va peut-être jouer un peu plus que le maintien cette saison.
Alors, justement, allez, avant de vous parler de la Pro D2 et de recevoir Sébastien Mangin qui fera une petite chronique tous les lundis hein, avec nous pour nous parler de la Pro D2 et puis donner aussi son avis général sur le hand, et je vais donner les vainqueurs parce que il y en a deux, on peut pas les départager. Donc, il y a la première qui est arrivée en premier dans ma boîte mail, désolé, c'est Sabine Dyer qui gagne et qui a trouvé la bonne réponse, 187 pages. Et ça, Benoît, je pense que tu peux confirmer parce que c'est toi qui as eu l'info, c'est bien 187 pages écrites. Hein. Oui, ça doit être ça. Oui, il a l'air Ouais, convaincu. On a l'air convaincu. Est-ce que c'est la Sabine notre Sabine du chat? Eh oui, oui, c'est notre Sabine du chat. Ça doit être ça. Sabine, il va falloir qu'on se parle, à mon avis. Alors, et comme il y a une personne qui a trouvé aussi 187 et que le mail arrive pratiquement, allez, quelques secondes après, on va lui offrir un autre consolation. C'est Flory Barreau. Et on va lui trouver ça, peut-être bon d'achat chez PK1, ou enfin on va se débrouiller. Peut-être que Didier pourra offrir un deuxième livre, c'est pas trop lui Voilà, demander. ça c'est Ben qui va gérer la com derrière, c'est notre responsable de com, Benoît. Merci, ça me fait plaisir. Mais allez, on va essayer, c'est pas possible. Là, il y a 20h49 toutes les deux, on est obligé de faire ça. Donc je vérifie bien les SMS échangés avec Didier et Benoît. Donc c'est bien 187 pages. Félicitations aux nombreux joueurs hein, qui ont contenté leur chance. Alors il y en a une à 20h38 qui m'a envoyé 186. Désolé, mais à une page près, oui. Donc voilà, heureux gagnants Sabine d'ailleurs et Flory Barreau qui vont. Sabine qui va recevoir le livre dédicacé de Didier Dinard et on va essayer de se débrouiller pour avoir un lot pour Flory Barreau. Alors sachez que régulièrement il va y avoir des jeux concours comme ça grâce à Handplanet et notre partenaire PK1 qui va nous offrir des bons d'achat, des ballons, des maillots. Il va y avoir les jeux de maillots, notamment celui-là d'Arnaud Bingo à gagner, celui-là de Michael Iles, mais il est pour moi donc il ne sera pas gagné celui-là. Non, je déconne, il sera à gagner, tout comme celui-là de Benoît Perabou. Donc voilà, ça sera tous les lundis. On essaiera de faire gagner des lots comme ça. Ça permet une bonne interactivité avec vous, chers auditeurs, et puis ça récompense votre fidélité surtout. Donc félicitations à tout le monde qui ont joué le jeu. Et voilà, Didier Dinard aura une petite dédicace à faire, Benoît. Donc c'est Sabine. Et pourquoi pas Flory si on peut essayer de négocier avec Didier ou alors RTS va l'offrir à Flory. Voilà, la Pro D2, donc Benoît, je crois que Sébastien s'est entraîné en plus ce soir, donc c'est pour ça qu'il est un peu en speed là. Hein. Ah. Et il est là incessamment sous peu. Je l'ai en off, on finalise et il est à l'antenne avec nous. C'est parfait, c'est toujours sympathique de l'avoir. Donc pour la semaine prochaine, on va vous préparer encore une excellente émission. Bravo, hein, il est en retard pour sa première, hein. Super. Donc c'est de ma faute, je l'ai prévenu un peu tardivement, vu qu'on avait un programme très chargé déjà ce soir. On a réussi à tout caser. On savait pas trop comment tout organiser, mais j'avais envie qu'il soit là quand même pour cette première. Il sera certainement mieux préparé la semaine prochaine pour nous faire un petit topo sur les forces en présence de la D2. Mais là, ce soir, j'avais envie de faire un petit point avec lui, vu que le championnat a débuté une semaine avant notre LNH. Voilà, donc c'est une façon de dire qu'il avait le track, mais bon, la semaine prochaine, c'est ira mieux. C'est ça. Tu sais, en parlant de track, Stan, t'as pas voulu faire l'interview décalée à monsieur Didier Dinard? Non, il aurait trouvé des petites failles, et puis après, je lui ai déjà fait, c'était un petit peu compliqué, il aurait fallu vraiment que je rentre, et voilà, on était pris dans le timing. Il y aura d'autres occasions où j'essaierai de le piéger, il n'y a pas de souci. Alors, pour la LNH, la semaine prochaine, je pense que notre affiche ça sera Dunkerque-Saint-Raphaël, mais il y aura des invités également. Vous pouvez aussi retrouver l'interview de Philippe Bernassol que vous avez entendu tout à l'heure, très prochainement dans l'heure qui suit sur Facebook, tout comme le podcast. Hein. Alors je vous rappelle, Didier Dinard était avec nous. Il y avait aussi Nina Canto, très sympathique Nina Canto, la première fois qu'on la reçoit et j'espère pas la dernière fois, qui est vraiment fait pour être porte-parole du sport féminin quand même, Mika. Hein. Ouais, mais je la connaissais un petit peu. Elle est vraiment très agréable. Elle est toujours souriante et toujours de bonne humeur, donc. Il n'y a pas de problème, elle passera très bien à la radio. Ouais, elle passera très bien à la radio, justement, elle sport. Elle passe bien à l'image, elle passe bien à la radio.
Justement, Sport, ça sera à 21h30 et ça sera sur RTS Radio, voilà, spécial un peu FC Metz pour présenter un peu toute l'équipe. Il y aura aussi, et je pense qu'il a oublié de vous le dire, il y aura Dembélé aussi, Serena Dembélé qui sera aussi avec toute l'équipe d'El Sport. Allez, la Pro D2, Sébastien Mangin est dans les starting, donc on va quand même... Ou pas. Il est pas loin. Hein. Ça dépend. Allez, on va quand même. Jusqu'à 23h, c'est bon. Bon, ben voilà. Bon, il y a une raclette aussi qui attend Mika, ça, la fameuse raclette de début de saison. Bon, j'ai mangé avant cette fois. Ouais, pareil, on a tous prévu le coup. Donc, bon, il y a eu quand même des. Bah, non, on va parler. Quand même des matchs qu'il y a eu en Pro D2. Il y a eu un Angers-Saumur 33-27, Gonfreville-Istres. Victoire de Istres justement 32-30, c'était quand même difficile. Hein. Ponton-Combo-Valence 26-25 pour Ponto. Nancy-Nîmes 22-25 pour Nîmes qui a battu les Lorrains à domicile. Mulhouse-Vernon, c'était un peu le choc aussi, hein, deux équipes rescapées des playoffs de l'année dernière. Mulhouse qui s'est imposé d'un tout petit but face à Vernon 27-26. Dijon, le club de ton cœur Benoît, qui s'est imposé face à Besançon 30-21. Et on l'a dit, Massy, Chartres 29-28 pour Massy. On parlera tout à l'heure un peu plus de Chartres parce que Chartres va recevoir Dijon après, messieurs. Je voulais revenir un petit peu sur Istres, contrairement à Nîmes qui a réussi à maintenir un effectif vraiment pratiquement identique au précédent. Istres a effectué beaucoup de changements. Il est reparti avec une équipe vraiment pas complètement nouvelle, mais il y a eu beaucoup d'arrivées aussi étrangères. Et c'est bien qu'il soit compétitif dès le début, puisque voilà, comme on le disait tout à l'heure, des fois l'amalgame est compliqué à faire dans ce début de saison. Et là, ils ont déjà été faire un résultat à Contreville. On sait que cette D2 est très ouverte, donc c'est chapeau à eux. Et Sébastien vient de nous rejoindre, donc je l'invite parmi nous. C'est une petite manip. C'est parti, on appelle Sébastien Mangin. Alors on lui a un peu sauté dessus, il n'a pas pris la peine de manger un petit bout après l'entraînement. C'est bon, c'est terminé, que l'émission est finie. Voilà. Il allez, salut. Il vient pour l'apéro s'il veut. Allez, c'est une question de temps. Hein. Pas de panique. Ouais, donc je disais, en plus, Chartres joue contre Dijon. Voilà, je pense qu'on a Sébastien avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors merci de nous avoir rejoints. Alors j'imagine qu'on vous saute un peu dessus, mais vous êtes maintenant, et ça Benoît nous l'a confirmé, donc je me permets de vous le dire, un peu notre consultant expert en Pro D2. On a quelques petits soucis de son avec Seb. Hein. C'est la première. Ça fait toujours ça. Il n'y a pas de panique. On va essayer de le rappeler. Allez. On va remettre un peu d'huile. Ça va repartir. Voilà, exactement. Voilà. Là, on vous entend super bien, Sébastien. Comment allez-vous? Ouais, très bien, ça va, total. Alors, Sébastien, alors déjà, on peut peut-être revenir aussi sur votre départ de Tremblay pour aller du côté de Chartres. On peut rappeler un peu vos motivations à quitter Tremblay et à venir du côté de la Pro D2. Oui, bien sûr. En fait, quand le président de Chartres est venu me proposer ce projet de rejoindre Chartres Handball, il était clair pour moi que ce serait mon dernier contrat. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'avais envie d'une aventure humaine tout d'abord et de jouer la montée avec un collectif de D2 pour accéder à la LNH. C'était pour moi un dernier défi qui me plaisait bien et que j'avais pas eu l'occasion dans ma carrière de pouvoir jouer. Donc c'était quelque chose d'inédit. C'est ce qui m'a motivé avant tout. Alors sachez qu'on porte bonheur, hein, parce qu'on a pris Michaïles, consultant l'année dernière de Pro D2, et puis il est monté en LNH. Donc on espère la même chose pour vous, mais ça a quand même mal commencé. Premier match, défaite à Massy d'un tout petit but, ça doit être rageant. Effectivement, le match a été compliqué, difficile. On joue premier match contre Massy qui se retrouve un petit peu dans la peau du vilain petit canard de D2, quoi, qui devait pas être là et finalement qui se retrouve là. Donc les mecs de Massy, ils ont les dents qui rayent le parquet, ils sont
pour eux, c'est que du bonus. Donc nous, on est un petit peu arrivé la fleur au fusil. Je pense qu'on n'était pas prêt à livrer le combat. Eux, ils l'étaient. Pourtant, on a été prévenus parce que dans la match de préparation, apparemment, ils avaient un petit peu secoué des équipes de l'ONH déjà. Et du coup, on n'est pas rentré dans le match comme il fallait. Et ils ont installé le match sur du combat. Et au final, ils ont gagné le combat, donc ils ont gagné le match, quoi. Alors, par contre, on peut dire vos concurrents directs qui sont Mulhouse, Dijon, ont bien démarré, hein, eux. Oui, effectivement, Dijon ont gagné respectivement leur match. Si on parle de concurrents directs, il y a aussi Nîmes et Istres qui ont gagné leur match. Bon, de toute façon, le championnat de D2 s'annonce très difficile. Effectivement, on nous annonce aussi comme possible équipe qui pourrait jouer la montée. Mais avant tout, pour nous, les deux équipes qui sont favorites au départ, c'est quand même les deux équipes qui descendent de LNH. Nous, effectivement, nos adversaires, c'est plus Dijon, Mulhouse. Je pense que Vernon aussi ne devrait pas être mal. Et puis, pourquoi pas d'autres qui viendront se mêler à la lutte. Alors, au niveau du règlement, c'est toujours la phase avec les playoffs? Oui, c'est ça. Le premier, à l'issue de la saison régulière, monte directement à LNH. Ensuite, du deuxième au cinquième, il y a des demi-finales. Donc, le deuxième contre le cinquième et le troisième contre le quatrième. Et ensuite, une finale d'accession contre les vainqueurs. Alors le prochain match de Chartres, c'est contre Dijon. Est-ce que vous d'abord, au niveau de la santé, on prend un peu de vos nouvelles, vous n'aviez pas joué le premier match, me semble-t-il? En fait, moi, c'est un petit peu, enfin, plus la convalescence, puisque maintenant je suis de retour sur le terrain, mais c'est plus en fait la suite de mon opération des ligaments croisés du genou. Là, il est prévu que je revienne sur le terrain pour les matchs officiels début octobre. Donc là, j'ai repris les entraînements avec le groupe et les oppositions depuis la semaine dernière. Donc il faut du temps un petit peu pour retrouver le terrain, sachant que je me suis blessé au mois de novembre l'année dernière. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de choses à appréhender. Le genou, la reprise physique, la reprise en balistique, des nouveaux partenaires. Donc, ton âge aussi? Comment? Ton âge aussi? Ouais, effectivement, ça fait partie du lot. Alors, on disait, Chartres peut se mêler à la lutte. Comment se comporte un peu votre équipe, l'état d'esprit? Il y a eu pas mal de changements avec Ostertag aussi qui vous a rejoint. Est-ce que l'amalgame commence vraiment à prendre dans cette équipe? Ouais, l'équipe, moi j'avais un petit peu eu l'occasion de regarder des matchs l'année dernière de cette équipe. Ce qui m'a motivé aussi à venir, c'est que c'est une équipe, pour moi, une équipe de guerriers, une équipe de combattants qui lâche jamais rien, quel que soit le score. Une équipe qui vit bien ensemble, c'est important aussi. Et disons que cette année, les entraîneurs ont décidé de repartir sur un projet notamment offensif totalement nouveau, en recréant complètement les enclenchements. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de choses à assimiler, autant pour les arrivants que pour les joueurs qui étaient déjà là, parce que c'est nouveau pour le coup pour les deux. Et donc, du coup, je pense qu'on sera, disons, complètement performant d'ici un mois ou deux. Alors, c'est vrai que le championnat a déjà commencé et qu'il faut déjà être performant, mais notre jeu collectif n'est pas totalement rodé. Alors, ceci dit, le groupe travaille bien et j'espère que ça sera le plus rapidement possible. Alors l'objectif, c'est rentrer dans les playoffs pour Chartres? L'objectif pour Chartres, c'est de rentrer dans la phase des playoffs? Alors, ça, c'est un objectif pour cette année, c'est tout d'abord de terminer dans les 5 premiers. Si la première place est possible, on ne s'en privera pas, mais on est quand même lucide. L'objectif de cette année, c'est effectivement de playoffs, pourquoi pas d'accéder par l'intermédiaire des playoffs à la LNH. Et de toute façon, d'y accéder à la fin de la saison prochaine, donc c'est une accession à 2 ans impérative. Alors, petite question sur le chat. Est-ce que vous avez des nouvelles de Sébastien Ostertag? Oui, justement, ce soir, il était présent à l'entraînement. Il a repris le vélo. Il devrait reprendre la course en fin de semaine. Et l'entraînement début de semaine prochaine. Donc, mais bon, il ne faut pas qu'il brûle les étapes puisqu'il a eu de nouveau un problème musculaire.
Et donc, il ne faut pas qu'il essaye de reprendre trop tôt, sinon je pense que du coup, il risque de rechuter. Donc, dans tous les cas, il va bien. Il est forcément déçu de s'être blessé en préparation alors qu'il était, il était bien. Mais bon, le club le soutient dans ce moment un peu difficile de blessure juste avant le début du championnat. Tout le monde a confiance en lui ici et donc du coup, ça lui permet de se soigner sereinement et de revenir en pleine possession de ses moyens pour apporter à l'équipe tout ce qu'il pourra apporter. Alors, on a parlé un peu de la LNH en début d'émission. On a tous à peu près donné un trio de tête pour la fin de la saison. Est-ce que vous en avez un, vous, en LNH et puis en Pro D2? Moi, en LNH, je vois bien Montpellier, ensuite Chambéry, puis Dunkerque. Et en Pro D2, C'est un ex-parisien qui dit ça, il veut pas que. Il est encore traumatisé par son passage à Paris, c'est pour ça qu'il aimait pas sur le podium. je ne vais pas sur le podium cette année. Non, ensuite, en Pro D2, je vois bien Nîmes, Istres et pourquoi pas Chartres. Ah bah ça serait parfait pour vous. Et puis, il faudra retrouver un consultant. On aura plein de consultants à LNH. Non, on espère pour Chartres. Bah écoutez, il est 21h37. On a déjà pas mal croqué un peu de temps. Heureusement qu'il n'y a pas d'émission derrière aujourd'hui. On se retrouve, Sébastien, la semaine prochaine, si vous pouvez, vers 21h, 21h30, pour nous parler un peu de la deuxième journée de Pro D2. Ouais, volontiers. On essaiera de balayer un peu plus largement les matchs. Et j'essaierai de vous donner mon point de vue un petit peu sur le match de Chartres-Dijon de ce week-end. Et bah c'est parfait, nickel. Bah écoutez, merci Sébastien d'avoir été avec nous. Et puis je remercie également, parce qu'on va clôturer cette émission, à Didier Dinard qui était avec nous au début, à Nina Canto, à Thomas Guillon également, et puis forcément à Mickaël Illes. Mika, prochain match, on l'a dit, c'est contre Toulouse, à Toulouse en plus, pour l'ouverture du championnat. Bonne chance Mika, et puis à lundi. Ouais, merci. À lundi. Benoît, pareil, un prochain match, pareil, c'est une petite équipe de LNH, c'est Chambéry, et oui, pas de bol. Pareil, c'est pour le premier match de la saison. Pas de bol pour Chambéry. Pas de bol pour Chambéry, c'est pour ça que je disais ça. Pas de Bien bol sûr. pour Chambé. Et puis on se retrouve forcément lundi avec une pléiade d'invités encore pour parler de ce Je beau voulais sport. remercier Sébastien pour son petite intervention et puis en espérant qu'il soit plus performant la semaine prochaine. Et puis, Stan qui nous a accompagnés pour cette première de la saison. Bonsoir Stan et à Bah, moi, mercredi. Ouais, mercredi, liberté pour les éditeurs. Moi, je recevrai le capot des Fedelissimi de Toulon. On se rappelle bien du club, le Sporting Toulon, un grand club mythique. Et donc, on va rallumer la lumière sur ce club et ses supporters. Et moi, je vous dis à lundi. Mercredi. Oui, mercredi pour liberté pour les auditeurs et avec vous à lundi. Alors n'oubliez pas aussi, si vous voulez parler écouter du handball, c'est mercredi 21h30, L Sport avec Nina Canto, Thomas Guillon et toute son équipe pour vous parler notamment du FC Metz, ouais peut-être qu'on dit FC comme au foot, mais en tout cas du club de Metz, de Nina Canto et de Paul Bandouin. Allez, je vous laisse, merci à tous les auditeurs. Alors, on se tient au courant pour les livres, là les noms sont déjà passés, vous avez été peut-être deux, enfin au moins deux personnes à gagner un lot ce soir.